Mon frère m'a texté, désolé, mec. Parfois, ça arrive, c'est tout, après que j'ai découvert qu'il était l'amant de ma copine pendant toute la durée de notre relation. Ma mère m'a dit, ne fais pas d'histoire. Alors, à la place, j'ai provoqué leur ruine financière. C'est beaucoup moins dramatique. Très bien, Reddit. Accrochez-vous bien, parce que cette histoire est un putain de désastre du début à la fin. J'ai 32 ans, je suis assis ici dans mon nouvel appartement, 3 mois après que la bombe nucléaire a explosé dans ma famille, et je me suis dit qu'il était temps de vider mon sac. Certains d'entre vous penseront peut-être que je suis allé trop loin. La plupart d'entre vous diront probablement que je ne suis pas allé assez loin. Quoi qu'il en soit, voici comment j'ai systématiquement détruit les finances de ma famille après avoir découvert que mon frère couchait avec ma copine pendant les 3 années de notre relation. Laissez-moi commencer par la dynamique familiale, car c'est un contexte important pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mon petit frère, Ethan, 28 ans, a toujours été l'enfant chéri. Pas de manière subtile, où vous vous demandez si vous êtes paranoïaque. Je parle du genre de favoritisme si flagrant qu'un scénariste de sitcom dirait « calmez le jeu ». Ce n'est pas réaliste. En grandissant, j'étais le responsable. J'avais de bonnes notes sans qu'on me le demande. J'aidais à la maison. J'avais un petit boulot à 15 ans. Le genre de truc classique du grand frère. Ethan, par contre, c'était des règles complètement différentes. Il ratait ses cours au lycée? C'est juste qu'il n'était pas assez stimulé. Il s'est fait prendre à voler à l'étalage? C'est juste une passade, les garçons sont comme ça. Il a bousillé la voiture de papa? Les accidents, ça arrive, c'est à ça que servent les assurances. Pendant ce temps, moi, j'ai été consigné 2 semaines pour être rentré 1 heure après le couvre-feu parce que j'aidais un ami dont la voiture était en panne. Mais le pire, c'est la façon dont ça nous a suivis à l'âge adulte. J'ai bossé comme un dingue pour finir mes études, j'ai obtenu un diplôme en finance et j'ai décroché un bon poste d'analyste financier. Rien de glamour, mais je gagnais bien ma vie et je gravissais les échelons. J'ai acheté mon propre appartement à 26 ans, j'ai remboursé ma voiture, j'avais de vraies économies. Ethan a abandonné la fac après 1 an, a enchaîné les projets qui n'ont jamais abouti et a vécu dans le sous-sol de mes parents jusqu'à 25 ans. Chaque entreprise ratée était juste une question de mauvais timing où les gens ne comprenaient pas sa vision. Chaque emploi qu'il a quitté, c'était parce que son patron ne supportait pas ses idées novatrices. Mais c'est ici que ça devient pertinent pour l'histoire. Il y a 3 ans, mon père m'a demandé de l'aider à restructurer les finances de son entreprise de construction. Il avait bâti une affaire correcte en 30 ans, mais il était très vieille école en matière de gestion financière. Tout était dans sa tête ou sur papier. Aucun système réel en place. J'ai passé 6 mois à mettre en place une comptabilité correcte, à créer des feuilles de calcul pour le suivi des projets et à établir des relations avec de meilleurs fournisseurs. Je lui ai probablement fait économiser $80 000 cette première année juste en rationalisant les opérations. Son remerciement? Une poignée de main c'est ce que la famille fait. 2 ans plus tard, papa décide de prendre sa semi-retraite. Il engage Ethan comme son successeur. Malgré le fait que mon frère ait exactement 0 expérience dans la construction, la gestion de projet ou la direction d'une entreprise. Pendant tout ce temps, j'avais aidé à gérer les finances gratuitement. Mais c'est Ethan qui a obtenu le titre officiel, le salaire, et papa a mis son nom sur la moitié de la propriété de l'entreprise. Quand j'ai fait remarquer que j'avais en gros fait le travail du directeur financier sans être payé pendant 3 ans, papa a dit, tu as ta propre carrière. Ethan n'en a plus besoin que toi, non? Parce que c'est comme ça que la succession d'une entreprise devrait fonctionner, bien sûr. La donner à la personne qui en a le plus besoin, pas à celle qui est réellement qualifiée. Mais j'ai laissé passer, parce que je suis un putain de paillasson qui continuait de penser que la famille devait signifier quelque chose. Maintenant, parlons de ma copine. Enfin, mon ex-copine, Mélissa. Je l'ai rencontrée il y a 4 ans par des amis communs à un barbecue. Elle était drôle, intelligente, travaillait comme hygiéniste dentaire, et le courant est tout de suite passé. Nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement après quelques mois. Je l'ai présentée à ma famille vers le 3e mois, ce qui, avec le recul, est probablement le moment où tout a commencé à partir en vrille. Ethan a immédiatement sorti le grand jeu. C'est sa spécialité, être le mec charismatique, drôle, l'âme de la fête, pendant que je suis le type ennuyeux qui parle de feuilles de calcul et de comptes de retraite.
Je me souviens qu'il m'a pris à part ce premier dîner et m'a dit, « Mec, elle n'est pas du tout dans ta catégorie. Comment tu as fait ton coup ?» J'en ai ri. Stupide que j'étais. Au cours des 3 années suivantes, Mélissa s'est beaucoup impliquée dans ma famille. Elle allait à leur dîner du dimanche, aidait ma mère pour les repas de fête, et est même allée faire du shopping quelquefois avec ma tante. Je trouvais ça génial. Ma copine qui s'entend bien avec ma famille. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Elle et Ethan sont devenus particulièrement proches. Ils se suivaient sur les réseaux sociaux. Elle riait plus fort à ses blagues, et il trouvait toujours des raisons de discuter avec elle lors des réunions de famille. Mais je lui faisais confiance, alors je n'y ai jamais rien vu de mal. Mon meilleur ami, Marcus, a essayé de me prévenir il y a environ 6 mois. On était dans un bar à regarder un match et il a abordé le sujet nonchalamment. « Et mec, je ne veux pas foutre la merde, mais est-ce que Mélissa n'agit pas bizarrement ces derniers temps? Genre, distante ?» J'y ai réfléchi. Elle avait été moins intéressée par le sexe, cherchait plus la bagarre pour des bêtises, et était constamment sur son téléphone. Mais j'avais été occupé par le travail, alors je me suis dit qu'on traversait juste une mauvaise passe. Toutes les relations ont des phases. J'ai dit à Marcus, on va bien. Il n'a pas insisté, mais il m'a lancé ce regard. Celui qui dit, j'aurais essayé de te le dire. La vérité a éclaté il y a 3 mois de la manière la plus pathétique qui soit. J'étais chez mes parents pour aider papa avec de la paperasse. Ethan était censé être sur un chantier et Mélissa était censée travailler l'après-midi. J'étais dans le bureau quand j'ai entendu des bruits à l'étage. Je me suis dit que c'était peut-être papa, alors je suis allé voir. C'est là que je les ai entendus, dans l'ancienne chambre d'Ethan, qu'il utilisait encore quand il restait dormir. La voix de Mélissa, très clairement pas seule. Puis le rire d'Ethan. Je suis resté dans ce couloir pendant probablement 30 secondes, mon cerveau refusant de comprendre ce que j'entendais. Puis la colère est arrivée. Pas le genre explosif, mais le genre froid et calculateur qui vous fait penser clairement pour la première fois depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer l'audio à travers la porte. J'ai obtenu environ 2 minutes de preuves très compromettantes. Puis je suis redescendu, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas défoncé la porte. J'ai juste recueilli des preuves et je suis parti. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fouillé l'ordinateur portable de Mélissa. Je sais, c'est une violation de la vie privée, mais merde. Mon intuition était la bonne. J'ai trouvé des messages remontant à près de 3 ans. Pratiquement toute la durée de notre relation. Les messages étaient dégoûtants. Pas seulement les trucs sexuels, mais la façon dont il parlait de moi. Il est tellement ennuyeux au lit. Est-ce qu'il lui arrive de faire quelque chose de spontané? Ton frère est mignon, mais c'est quasiment un robot. Les réponses d'Ethan étaient pires. Il ne le découvrira jamais. Il est trop occupé par son travail. Parfois, je me sens mal, mais bon, elle me préfère clairement. Honnêtement, le mec n'a aucun talent. La chronologie était accablante. Le premier message datait de 3 mois après que Mélissa et moi avions commencé à sortir ensemble. Ils avaient couché ensemble lors de réunions de famille, dans mon appartement quand j'étais au travail, et même une fois dans ma voiture quand Mélissa l'avait emprunté. J'ai passé toute la nuit à tout documenter. Capture d'écran, horodatage, l'enregistrement audio de tout à l'heure. J'ai constitué un dossier complet. Puis j'ai ouvert une bière et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, Mélissa a essayé de coucher avec moi. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Elle a semblé soulagée. J'ai passé la semaine à agir tout à fait normalement. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai dîné avec Mélissa, on a regardé la télé. Pendant tout ce temps, je mettais mes pions en place. Premièrement, j'ai contacté 3 avocats différents et pris des rendez-vous. Je voulais comprendre mes options juridiques, en particulier concernant l'entreprise de papa et toute implication financière. Deuxièmement, j'ai sauvegardé tous les fichiers que j'avais créés pour l'entreprise de papa sur un disque dur personnel. 3 ans de dossiers financiers, contrats fournisseurs, système de gestion de projet, contact client, tout ce qui faisait tourner cette entreprise sans accroc. Puis j'ai reformaté les disques de sauvegarde de l'entreprise. Oups. Troisièmement, j'ai commencé à passer des coups de fil. Vous vous souvenez des relations que j'avais établies avec leurs fournisseurs?
Il était temps de les utiliser. Je leur ai dit que je quittais l'entreprise et que je voulais les remercier pour leur collaboration. J'ai mentionné nonchalamment que je travaillerais en freelance comme consultant financier s'ils avaient un jour besoin d'aide. Plusieurs m'ont dit qu'ils garderaient mon contact. Quatrièmement, et c'est important, j'ai contacté leur plus gros client, une société de promotion immobilière qui représentait environ 40% du chiffre d'affaires de mon père. Le propriétaire, Richard, et moi étions devenus amis au fil des ans. Je l'avais aidé à comprendre les devis, lui avais expliqué les ventilations des coûts, et j'avais même trouvé quelques erreurs qui lui avaient fait économiser de l'argent. J'ai dit à Richard que je me retirais de l'affaire familiale et que je voulais le prévenir qu'il devrait probablement examiner attentivement tous les futurs contrats, mentionnant que mon remplaçant n'avait pas beaucoup d'expérience dans la construction commerciale. Richard m'a remercié et a dit qu'il en tiendrait compte. Puis j'ai attendu le moment parfait. Il est arrivé le dimanche suivant, lors du dîner de famille. Tout le monde était là. Maman, papa, Ethan, ma tante et mon oncle, Mélissa. J'avais apporté mon ordinateur portable, disant à tout le monde que je voulais leur montrer des photos d'un événement professionnel. Nous avons fini de manger et maman débarrassait les assiettes quand je me suis levé et j'ai dit que j'avais quelque chose à partager. Alors, j'ai des nouvelles, ai-je commencé. Mélissa et moi, c'est fini. Tout le monde s'est figé. Mélissa est devenue blême. Ethan fixait son assiette. Maman a immédiatement commencé, « Oh, mon chéri, que s'est-il passé? Vous aviez l'air si heureux. » Eh bien, c'est justement la partie intéressante, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable. On avait l'air heureux parce que je ne savais pas que Mélissa couchait avec mon frère depuis 3 ans. Le silence était assourdissant, puis ce fut le chaos. Maman qui haletait, papa qui exigeait de savoir de quoi je parlais. Ma tante qui regardait Ethan et Mélissa comme si elle ne pouvait pas comprendre. J'ai affiché les captures d'écran, j'ai tourné l'ordinateur portable. Voici 3 ans de messages. Voici l'audio de la semaine dernière quand je les ai surpris dans l'ancienne chambre d'Ethan. Et voici une chronologie compilée montrant qu'ils ont couché ensemble à pratiquement chaque réunion de famille depuis le 3e mois de ma relation. Mélissa s'est immédiatement mise à pleurer. Pas les larmes de « je suis désolé de t'avoir fait du mal », mais les larmes de « je me suis fait prendre ». Grosse différence. Ethan, par contre, a essayé de rester cool. « Écoute, mec », a-t-il commencé. Je l'ai coupé. Ne m'adresse pas la putain de parole. Maman, comme on pouvait s'y attendre, est passée en mode gestion de crise. Calmons-nous tous et discutons rationnellement. Se mettre en colère ne résoudra rien. Je suis calme, ai-je dit. J'ai eu une semaine pour digérer ça. Ce que je ne vais pas faire, c'est prétendre que ça n'est pas arrivé. Papa a finalement pris la parole. Mon fils, c'est évidemment très grave. Ethan, putain, à quoi tu pensais? Ethan a haussé les épaules. Il a littéralement haussé les épaules. Je sais pas, papa. Parfois, ça arrive, c'est tout. Parfois, ça arrive, c'est tout. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid. Pas en criant, mais quelque chose en moi est devenu complètement glacial. Vous savez quoi, ai-je dit. Tu as tout à fait raison. Les choses arrivent. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous informer que j'en ai fini avec l'entreprise, avec effet immédiat. Plus de consultations financières gratuites. Plus de gestion de la comptabilité. Plus de relations avec les fournisseurs. Amusez-vous bien à vous débrouiller. Le visage de papa est passé de la colère à l'inquiétude en une seconde. Attends un peu. Ne prenons pas de décisions professionnelles basées sur des problèmes personnels. Des problèmes personnels? Papa, ton fils prodige a baisé ma copine dans ta maison pendant 3 ans. Ce ne sont pas des problèmes personnels. C'est un manque fondamental de respect que je ne tolérerai plus. Mélissa s'est alors mise à parler, un charabia sur le fait que c'était juste arrivé, qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, et blablabla. Je l'ai coupé. Toi, tu as fini de parler. Sors tes affaires de mon appartement avant demain soir, sinon elles finiront à la poubelle. Puis je me suis tourné vers Ethan. Et toi? J'espère qu'elle en valait la peine. Vraiment. Parce que tu vas bientôt découvrir à quoi ressemble cette entreprise quand tu dois la gérer toi-même. Maman a repris son rôle de pacificatrice. Ne disons pas des choses que nous regretterons. La famille, c'est pour toujours.
Et je sais que tout le monde est bouleversé en ce moment, mais... Maman, je vais t'arrêter tout de suite, ai-je dit. Tu as passé toute ma vie à trouver des excuses à Ethan. Chaque échec, chaque connerie, chaque acte égoïste qu'il a jamais commis, tu l'as encouragé à devenir le genre de personne qui ferait ça sans une seconde pensée. Alors non, ça ne m'intéresse pas de maintenir la paix. Ce qui m'intéresse, c'est de ne plus jamais vous revoir. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis parti. Sans un regard en arrière. Sans donner à personne la chance de répondre. Je suis juste parti. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à chez Marcus et je lui ai tout raconté. Sa réponse, enfin. J'attendais que tu te décides à avoir du cran. Le lendemain, c'était lundi. Je suis allé au bureau de Papa tôt, avant que quiconque n'arrive, j'ai emballé mes affaires personnelles, j'ai supprimé mes identifiants de tous les systèmes de l'entreprise et j'ai laissé mes clés sur le bureau. Puis, j'ai envoyé un email à Papa et Ethan. Je démissionne officiellement de toute implication, rémunérée ou non, avec l'entreprise. Tous les dossiers financiers, fichiers de projet et contrats fournisseurs sont sauvegardés sur le système. Les identifiants sont avec votre informaticien. J'ai supprimé mon accès à tous les comptes. Bonne chance pour vos futurs projets. Ne me contactez pas, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai transféré cet email à mon compte personnel et aux avocats que j'avais consultés. La paperasse, c'est la vie. Mélissa s'est pointée à mon appartement ce soir-là, en pleurant et en me suppliant de parler. J'avais fait changer les serrures le matin même, donc elle ne pouvait pas entrer. Elle est restée devant ma porte pendant 20 minutes avant de finalement partir. Les textos ont commencé après ça, de la part de tout le monde. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça en famille. Papa, nous devons parler de l'entreprise. C'est plus important que des sentiments personnels. Ethan, allez, mec. Tu vas vraiment jeter la famille par-dessus bord pour ça? Désolé, mec, mais parfois ça arrive, c'est tout. On ne peut pas juste passer à autre chose? Ce putain de texto d'Ethan a fait bouillir mon sang à nouveau. Parfois, ça arrive, c'est tout. Je l'ai transféré à maman avec un simple message, voilà qui tu as élevé. Félicitations. Sa réponse, il est jeune et il a fait une erreur. Ne fais pas d'histoire en gardant des rancunes. Nous sommes une famille. Ne fais pas d'histoire. C'est ce qui m'a poussé à passer de simplement m'éloigner à activement tout réduire en cendres. Voyez-vous, j'allais juste couper les ponts et continuer ma vie. Suivre une thérapie, guérir, trouver quelqu'un qui n'était pas une salope infidèle. Mais ce texto de maman, ça a cristallisé quelque chose pour moi. Il ne pensait pas que ce qui s'était passé était vraiment mal. Il pensait juste que je surréagissais. Alors, j'ai décidé de leur donner un vrai problème dont ils devraient s'inquiéter. Vous vous souvenez de ces relations avec les fournisseurs que j'avais bâtis? Il était temps de les activer. J'ai d'abord contacté leurs fournisseurs de bois. Ces gars fournissaient environ 60% de leurs matériaux pour les projets résidentiels. J'avais une excellente relation avec le propriétaire, Tom, qui avait toujours apprécié la rapidité avec laquelle je traitais les paiements et repérais les erreurs de facturation. Salut Tom, je voulais juste te prévenir, lui ai-je dit au téléphone. Je ne suis plus avec l'entreprise. Mon frère reprend la partie financière et il a des idées un peu différentes sur les conditions de paiement. Tom est resté silencieux un moment. Différentes comment? Eh bien, tu sais comment on a toujours fait du net 30 jours et on a toujours payé à temps. Ouais, je ne peux pas garantir que ça va continuer. Je pensais juste que tu devais le savoir, vu notre bonne relation de travail. Tom m'a remercié pour l'avertissement. En une semaine, ils ont changé le compte de papa de net 30 jours à paiement à la livraison. Fini de faire flotter les coûts entre les projets. J'ai passé des appels similaires à leurs autres fournisseurs majeurs. Je n'ai pas directement dénigré l'entreprise. J'ai juste mentionné que je ne gérais plus les finances et que je ne pouvais pas garantir la fiabilité des paiements futurs. La plupart d'entre eux ont immédiatement resserré leurs conditions. Puis j'ai contacté Richard, le promoteur immobilier. Je l'ai emmené déjeuner, je lui ai raconté toute l'histoire. Il a été compréhensif et a mentionné qu'il avait réfléchi à mon avertissement. Ton frère a soumis une offre pour notre projet d'Oak Street, a dit Richard. C'est environ 30% moins cher que ce que tu aurais normalement proposé. Ouais, c'est parce qu'il ne comprend pas que ses marges sont déjà serrées.
Il pense probablement qu'il peut se rattraper quelque part, mais il ne le pourra pas. Vous arriverez à mi-chemin du projet et soit la qualité chutera, soit il reviendra vous demander plus d'argent. Richard a hoché la tête lentement. À combien estimerais-tu ce projet? J'ai fait un rapide calcul mental, en tenant compte des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et des marges de profit réalistes. Je lui ai donné un chiffre 25% plus élevé que l'offre d'Ethan, mais qui était réellement réalisable. C'est plus conforme à ce que j'attendais, a dit Richard. Tu sais quoi, je vais refuser l'offre de ton père. Si jamais tu veux créer ta propre société de conseil, fais-le-moi savoir. Je préfère travailler avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ce déjeuner a planté une graine, mais j'y reviendrai. La semaine suivante, j'ai commencé à sentir la pression monter sur papa et Ethan. Papa m'a appelé directement pour la première fois, sans passer par les textos. Nous devons parler de la situation avec les fournisseurs, a-t-il dit, essayant de paraître autoritaire, mais semblant surtout stressé. Il change tous nos conditions de paiement. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Aucune idée, papa. Je ne suis plus avec l'entreprise, tu te souviens? Ces relations ont mis des années à se construire. Oui, c'est vrai. Je les ai construites en étant fiables et professionnels. Peut-être qu'ils s'adaptent simplement à la nouvelle structure de gestion. Il est resté silencieux un long moment. Le projet d'Oak Street a aussi échoué. Richard a dit que notre offre n'était pas réaliste. C'est regrettable. Tu lui as parlé, n'est-ce pas? J'ai déjeuné avec un ancien client, oui. En tant que citoyen privé. Est-ce illégal? Il m'a raccroché au nez. Les textos de maman se sont intensifiés. J'étais vindicatif. Cela affectait toute la famille. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement laisser tomber? Ils avaient dit qu'ils étaient désolés. Sauf qu'ils ne l'avaient pas fait. Pas vraiment. Il n'y avait eu aucune excuse reconnaissant ce qu'ils avaient réellement fait de mal. Juste désolé que tu sois contrarié, désolé que ce soit arrivé, et, passons à autre chose. Alors, j'ai continué. J'ai créé une SARL de conseil. Il m'a fallu environ 2 semaines pour tout enregistrer et mettre en place un site web de base. J'ai contacté mon réseau dans l'industrie de la construction, des entrepreneurs, des chefs de projet, des promoteurs avec qui j'avais travaillé au fil des ans. J'ai offert des services de conseil financier, de préparation d'offres, de négociation avec les fournisseurs, de comptabilité, tout ce dont ils avaient besoin. En 1 mois, j'avais 4 clients. En 2 mois, je gagnais plus d'argent qu'à mon poste d'analyste financier. J'ai donné ma démission et je me suis lancé à plein temps dans le conseil. Et voici la beauté de la chose. 3 de ces clients étaient des entreprises qui sous-traitaient auparavant avec l'entreprise de papa. Ils ne l'ont pas fait pour lui nuire. Ils avaient juste besoin d'une expertise financière et j'étais disponible. Mais cela signifiait que des projets qui seraient allés à papa allaient maintenant à des concurrents qui avaient une meilleure gestion financière. L'entreprise de papa a commencé à perdre de l'argent. Pas de façon dramatique au début, juste une lente hémorragie. Des projets qui rentraient sous le budget parce qu'ils avaient fait des offres trop basses. Des coûts de matériaux dépassant les prévisions parce qu'Ethan n'avait pas pris en compte les frais de livraison et le gaspillage. Une main-d'œuvre qui dépassait le temps imparti parce qu'Ethan avait tout planifié de manière optimiste, sans marge de manœuvre. Environ 3 mois après mon départ, papa m'a rappelé. On a besoin d'aide, a-t-il dit. Pas de préambule, pas de bavardage. L'entreprise est en difficulté. Je suis désolé d'entendre ça. Ne me sors pas ce baratin d'entreprise. Tu sais exactement ce qui se passe. On n'obtient plus de conditions favorables des fournisseurs. On perd des contrats face à des gens qui nous sous-cotent soudainement et la moitié de nos sous-traitants fiables sont partis ailleurs. On dirait que le marché est difficile, ai-je dit. Avez-vous envisagé d'engager un consultant financier? J'ai entendu dire qu'il y en a de bons de disponibles. Putain de merde. Arrête de jouer à des jeux. C'est sérieux. Tu as raison. C'est sérieux. Tout comme ce qu'Ethan et Melissa ont fait. Tout comme votre réaction quand je vous l'ai dit. Tu te souviens? Ne fais pas d'histoire. Eh bien, ça, ce n'est pas une histoire. Ce sont les affaires. Si on fait faillite, ta mère et moi, on perd tout. La maison, notre retraite, tout. Cela m'a fait réfléchir. Non pas parce que je me sentais mal,
mais parce que je voulais être sûr de comprendre l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? Il s'est avéré que, dans son infinie sagesse, papa avait utilisé la maison comme garantie pour des prêts commerciaux. L'entreprise de construction avait grandi au fil des ans, mais la dette aussi. Quand les temps étaient bons et que je gérais les finances, le flux de trésorerie couvrait tout. Maintenant, beaucoup moins. Vous êtes à découvert de combien, ai-je demandé? Environ 300 000 $. Peut-être plus. Bon sang, papa. Ça n'est pas arrivé en 3 mois. Depuis combien de temps fonctionnez-vous à perte? Silence. Puis, peut-être 1 an. Ethan disait qu'il avait la situation sous contrôle. Bien sûr qu'il l'avait. Laisse-moi deviner. Ethan s'est versé un salaire pendant tout ce temps. C'est l'associé gérant. Il mérite une compensation pour son travail. Et comment ça se passe? Plus de silence. Voici mon offre, ai-je dit. Je consulterai pour votre entreprise. Mon tarif est de 200 $ de l'heure, avec un minimum de 20 heures par semaine. Facturation bi-hebdomadaire, paiement dû à la réception. J'auditerai vos finances, créerai un budget réaliste et renégocierai avec les fournisseurs là où c'est possible. Mais voici mes conditions. 1. Ethan est retiré de toute prise de décision financière. 2. Toute décision commerciale majeure passe d'abord par moi. 3. Nous ne discutons jamais de questions familiales personnelles. C'est purement professionnel. C'est excessif. Tu faisais ça gratuitement avant. Je faisais beaucoup de choses avant que ton fils ne baise ma copine dans ta maison pendant 3 ans pendant que vous le couvriez tous. Les prix ont augmenté. C'est à prendre ou à laisser. Il a accepté. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était désespéré. Je suis arrivé le lundi suivant avec un contrat qui ferait la fierté d'un usurier. Au-delà de mon tarif horaire, j'avais des clauses sur le pouvoir de décision, l'accès à tous les dossiers financiers et la possibilité de résilier le contrat avec un préavis de 2 semaines s'il ne se conformait pas à mes recommandations. L'audit a été pire que ce à quoi je m'attendais. Ethan n'avait pas seulement été mauvais à son poste. Il avait été activement terrible. J'ai trouvé 45 000 $ de factures impayées de projets terminés parce qu'Ethan avait oublié de les envoyer. 30 000 $ de paiement en double à des fournisseurs parce qu'ils n'avaient pas vérifié si les factures avaient déjà été payées. 3 projets avec des offres si basses qu'ils avaient en fait perdu de l'argent. Une carte de crédit d'entreprise qu'Ethan utilisait pour des dépenses personnelles, environ 800 $ par mois en frais de restaurant, essence pour son véhicule personnel, et un week-end à Las Vegas. Les impôts sur les salaires qui n'avaient pas été déclarés correctement depuis 6 mois, ce qui signifiait qu'ils accumulaient des pénalités. J'ai tout documenté. J'ai envoyé un rapport complet à papa avec une simple note de couverture, voilà ce que vous obtenez quand vous confiez une entreprise à quelqu'un sur la base du favoritisme plutôt que de la compétence. Ensuite, j'ai présenté mes recommandations. Ethan devait être immédiatement démis de toute autorité financière. Il devait mettre en place des systèmes de paiement automatique pour toutes les factures récurrentes. Nous devions renégocier les modalités de paiement avec le fisc, ce qui leur coûterait environ 10 000 $ de pénalité, mais c'était mieux que l'alternative. Il devait cesser de prendre de nouveaux projets jusqu'à ce que les projets existants soient terminés et facturés. Papa devait accepter un salaire réduit pendant 6 mois pendant qu'il reconstituait leur réserve de trésorerie. La carte de crédit de l'entreprise qu'Ethan utilisait devait être annulée et il devait rembourser les frais personnels. Papa a tout accepté, sauf le renvoi total d'Ethan de l'entreprise. Il a dit qu'il était toujours son fils et qu'il méritait une place dans l'entreprise familiale. Très bien. J'ai structuré les choses pour qu'Ethan puisse garder son titre et son salaire, réduit de 30%, mais il n'avait plus aucun accès aux finances de l'entreprise, aux communications avec les clients ou aux appels d'offres. Il était essentiellement un chef de projet sans autorité. Ethan est devenu fou quand il l'a appris. Il a commencé à m'appeler directement. Je l'avais débloqué uniquement à des fins professionnelles. Il hurlait que j'essayais de détruire sa vie. « Tu es juste furieux à propos de Mélissa ?» a-t-il dit. « C'est juste de la vengeance. » « Non, c'est moi qui nettoie encore une fois ta merde. La différence, c'est que maintenant, je suis payé pour ça. Tu as toujours été jaloux de moi. Admets-le. » J'ai ri à ça. Jaloux de quoi? De ta capacité à tout rater? De ton talent pour décevoir les gens? De la façon dont tu as trahi ton propre frère parce que tu ne pouvais pas te tenir?
Ouais, je suis super jaloux. Il a raccroché, m'a de nouveau bloqué. Peu importe. Au cours des semaines suivantes, j'ai systématiquement reconstruit ce que je pouvais. J'ai contacté les fournisseurs avec qui j'avais des relations et négocié de nouvelles conditions. Pas aussi bonnes qu'avant, mais meilleures que le paiement à la livraison. J'ai recouvré ces factures impayées, mis en place un système comptable correct que même papa pouvait suivre. Mais voilà le truc, je n'ai fait que ce pourquoi j'étais contractuellement engagé. Je ne suis pas allé au-delà. Je n'ai pas travaillé le soir et les week-ends. Je n'ai pas apporté de nouveaux clients ni cherché de gros projets. J'ai fait mes 20 heures par semaine, je les ai facturées, et je suis retourné à ma propre entreprise de conseil florissante. L'entreprise s'est stabilisée, mais n'a pas grandi. Il ne perdait plus d'argent, mais il ne faisait plus non plus le genre de bénéfices qu'il faisait auparavant. Et c'était durable pour l'entreprise, mais pas pour les plans de retraite de papa. Environ 5 mois après le début de cet arrangement, maman m'a appelé. C'était la première fois que nous parlions directement depuis ce dîner. Ton père est épuisé, a-t-elle dit. Il a 64 ans et il travaille 60 heures par semaine pour essayer de maintenir cette entreprise à flot. Il faut que ça s'arrête. Je suis d'accord. Il devrait vendre l'entreprise et prendre sa retraite. Il a construit cette entreprise à partir de rien. C'est son héritage. Alors il aurait dû y penser avant de la confier à quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Qu'est-ce que tu veux de moi, maman ? Je veux que tu reviennes, que tu gères l'entreprise correctement, que tu aides ton père à prendre sa retraite avec dignité. Et à quel prix ? Je dois juste oublier qu'Ethan a passé 3 ans à coucher avec ma copine ? Je dois prétendre que c'est normal que vous le saviez tous et que vous n'ayez rien dit ? Que votre première réaction a été de me dire de ne pas faire d'histoire ? Nous ne savions pas, a-t-elle insisté. Putain de merde. Mélissa passait tous les dimanches chez vous. Ethan était là tous les dimanches. Tu penses qu'ils étaient juste de très bons amis ? Vous avez tous vu ce que vous vouliez voir parce que c'était plus facile que de faire face à la réalité. Ce n'est pas juste. Juste ? Tu veux parler de justice ? Où était la justice quand j'ai passé 3 ans à aider papa gratuitement ? Où était la justice quand Ethan s'est vu confier une entreprise qu'il n'était pas qualifié pour diriger ? Où était la justice quand tu m'as dit de laisser tomber après que j'ai découvert que j'avais été trompé pendant 3 ans ? Elle n'avait pas de réponse à ça. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Je vais terminer mon contrat, qui a encore 4 mois. Pendant ce temps, je mettrai l'entreprise en état d'être vendue. Papa pourra prendre sa retraite. Vous pourrez déménager dans plus petit. Et Ethan pourra trouver sa propre voie professionnelle. Après ça, j'en aurai fini. Pas de dîner de famille, pas de vacances, pas de prétention que nous sommes une grande famille heureuse. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je me fais passer en premier au lieu de me sacrifier pour une famille qui ne l'apprécie pas. Tu devrais essayer un jour. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Fidèle à ma parole, j'ai passé les 4 mois suivants à préparer l'entreprise à la vente. J'ai mis à jour tous les systèmes, documenté chaque processus, constitué un portefeuille de projets terminés et contacté mon réseau au sujet d'acheteurs potentiels. J'en ai trouvé un, d'ailleurs. Une entreprise de construction de taille moyenne cherchant à s'étendre dans notre région. Ils avaient été impressionnés par certains de nos travaux récents, les projets que j'avais réussi à redresser, et y voyaient un potentiel. Ils ont offert 750 000 $ pour l'entreprise, ce qui, après avoir remboursé les dettes de papa, leur laisserait, à lui et à maman, environ 400 000 $. Pas assez pour une retraite luxueuse, mais assez pour être à l'aise s'ils étaient malins. La vente a été finalisée il y a 2 mois. J'ai assisté à la signature finale en tant que consultant, pas en tant que membre de la famille. J'ai serré la main des nouveaux propriétaires, leur ai remis toute ma documentation et je suis parti. Papa a essayé de me parler après. Je sais que les choses ne se sont pas passées comme tout le monde le voulait. Elles se sont passées exactement comme vous les avez provoquées, ai-je dit. Tu as choisi Ethan plutôt que la compétence. Tu as choisi la paix plutôt que de tenir quiconque pour responsable. Ce sont les conséquences. Il est toujours ton frère. Biologiquement, oui. Pour tout le reste qui compte ? Non. Nous en avons fini ici. Je suis parti. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis. L'épilogue est en fait assez satisfaisant.
Mon entreprise de conseil est florissante. Je gagne environ 3 fois ce que je gagnais à mon poste d'analyste et je travaille 2 fois moins. Il s'avère que quand on est bon dans quelque chose et que les gens ne profitent pas de vous, on peut se construire une vie plutôt agréable. Je sors avec quelqu'un de nouveau. C'est une chef de projet dans l'une des entreprises de mes clients. Intelligente, indépendante, et quand je lui ai raconté toute l'histoire de ce qui s'est passé avec ma famille, sa réponse a été « Putain de merde, tu as été bien plus gentil que je ne l'aurais été. » On y va doucement, mais c'est bien. Quant à ma famille, aux dernières nouvelles de Marcus, qui se tient au courant par des amis communs, les choses ne vont pas très bien. Papa et maman ont vendu leur maison et ont déménagé dans un appartement. L'argent de la retraite part plus vite que prévu car ils aident Ethan avec son loyer. Oui, ils aident Ethan avec son loyer. Il s'avère que quand on perd son faux emploi confortable parce que l'entreprise est vendue et qu'on n'a aucune compétence réelle ni expérience professionnelle, on a du mal à trouver un emploi. Qui l'eût cru? Mélissa a essayé de me recontacter il y a quelques mois. Un long texto disant qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle avait réalisé ce qu'elle avait fait de mal et qu'elle voulait s'excuser correctement. Je l'ai lu, je n'ai absolument rien ressenti, et je l'ai supprimé sans répondre. Le texto d'Ethan était encore meilleur. J'espère que tu es content maintenant. Tu as détruit l'entreprise de notre famille juste pour te venger. J'ai répondu à celui-là. Je n'ai rien détruit. J'ai sauvé ce que je pouvais de ton incompétence, j'ai obtenu assez d'argent pour que papa prenne sa retraite, et je suis parti. Le fait que tu considères mon refus de me sacrifier pour toi comme une vengeance dit tout de qui tu es. Ne me contacte plus. Il ne l'a pas fait. Les gens me demandent sans cesse si je regrette la façon dont j'ai géré les choses. Si je me sens mal que ma famille soit en difficulté. La réponse honnête, non, pas le moins du monde. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette de ne pas avoir fixé de limites plus tôt. Je regrette d'avoir ignoré les signaux d'alarme parce que je pensais que la famille signifiait un soutien inconditionnel. Mais détruire leurs finances? Refuser de me sacrifier pour résoudre des problèmes que je n'ai pas créés? M'éloigner de gens qui pensaient que « ne fais pas d'histoire » était une réponse appropriée à la trahison. Zéro regret. Le dernier texto de maman, il y a environ un mois, la famille est censée se pardonner. Ma réponse, la famille est censée ne pas s'entuber en premier lieu. Tu devrais essayer ça avec ton prochain gamin. Puis j'ai bloqué son numéro. Alors voilà, Reddit. C'est mon histoire. Mon frère a baisé ma copine. Ma famille m'a dit de ne pas faire d'histoire, alors j'ai provoqué leur ruine financière à la place. Certains d'entre vous diront que je suis un connard. Ça me va. Je suis un connard qui dort très bien la nuit et qui n'est plus le paillasson de personne. Si vous êtes dans une situation similaire, voici mon conseil, arrêtez de vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous. Et si quelqu'un vous dit de ne pas faire d'histoire après vous avoir blessé, provoquez l'histoire. Assurez-vous simplement qu'elle soit mesurée, délibérée, et qu'elle les laisse incapables de vous blâmer pour leurs propres échecs. Parce qu'au final, la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère. C'est de se construire une vie meilleure pendant qu'ils essaient de comprendre comment fonctionner sans vous utiliser comme filet de sécurité. Il s'avère que la plupart d'entre eux en sont incapables. Et honnêtement, c'est leur problème, plus le mien.